Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La responsabilité du fait des accidents de la circulation, la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. Cas pratique numéro 1. Thomas, 15 ans, à la sortie du lycée, rentre chez lui en scooter. C'est un scooter de moins de 50 cm3 qu'il est légalement en âge de conduire et il a passé, avec succès, le brevet de sécurité routière. Pourtant, il ne respecte pas toujours le code de la route et une fois encore il ne respecte pas le panneau qui lui imposait de céder le passage. Mais ce jour-là, un véhicule conduit par Madame X arrivait dans la rue perpendiculaire et Thomas roulait trop vite pour l'éviter. Le choc l'a éjecté de son deux roues, puis Thomas a fait un roulé-boulé sur la chaussée jusqu'à ce qu'un second véhicule, qui suivait celui de Madame X et conduit par Madame Y, le blesse. Il y avait déjà eu un accident à ce carrefour, la veille. Il faut dire que les adolescents et jeunes adultes encore lycéens se mettent volontairement en danger, afin d'épater leurs camarades dans cette rue parallèle au lycée. Hier, c'était un élève de terminale, Quentin, tout juste majeur, qui venait d'obtenir son permis de conduire. Ses parents lui avaient offert une voiture. En passant devant le lycée, il avait fait une accélération. Arrivé au carrefour, il s'est arrêté après un brusque coup de frein au panneau lui imposant de céder le passage, mais la conductrice de la voiture arrivant dans la rue perpendiculaire, Madame Z, a pris peur. Craignant la collision, elle a donné un coup de volant et a fini sa course sur le trottoir, en y percutant une dame et son jeune enfant, encore en poussette. Il y a également eu un accident provoqué par Élodie. Louis, son petit ami, vient d'avoir lui aussi une voiture. Élodie, quant à elle, a tout juste commencé ses leçons de conduite. En attendant qu'elle obtienne son permis, afin qu'elle soit plus à l'aise au volant, Louis la laisse conduire, de temps en temps. Il surveille néanmoins les actions de son ami, et assis à l'avant, côté passager, il indique à Élodie la direction à prendre. Alors qu'il lui avait indiqué une rue permettant un chemin avec une grande ligne droite, afin qu'Élodie s'entraîne à passer les vitesses, elle devait ralentir à l'approche d'un endroit où il y avait beaucoup de piétons. Elle s'est trompée de pédale. Elle a appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein, et a fauché une lycéenne. La victime descendait tout juste d'un car de ramassage scolaire, stationné à l'extrémité d'un parking réservé à ce type de véhicule et attenant à la route. Enfin, Amandine, 17 ans, habite à la campagne. Pour des raisons pratiques, son père préfère la conduire tous les jours au lycée, d'autant plus qu'il travaille à proximité de l'établissement. Cependant, alors qu'il roulait à 70 km/h sur une route limitée à 50, son pneu éclata. Sa fille fut tuée dans l'accident. Le père d'Amandine souhaite obtenir, auprès de sa compagnie d'assurance, l'indemnisation du préjudice moral qu'il subit du fait du décès de sa fille. Correction. Différents accidents doivent être étudiés, celui de Thomas, I, un autre consécutif à la peur d'un automobiliste, 2, un autre provoqué par Élodie, 3, et enfin celui provoqué par l'éclatement d'un pneu, 4. 1. L'accident de Thomas. Thomas, en ne respectant pas le code de la route, a provoqué un accident. Il a été éjecté de son scooter, puis un second véhicule l'a percuté. Peut-il demander l'indemnisation de son préjudice au conducteur des deux véhicules impliqués ? S'agissant d'un accident de la circulation entre un scooter et deux automobiles, la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, devrait être applicable. Il convient d'en vérifier les conditions d'application, a. Avant de déterminer si les deux conducteurs des automobiles sont tenus d'indemniser le préjudice subi par Thomas, b. À l'application de la loi du 5 juillet 1985. Pour que la loi du 5 juillet 1985 soit applicable, l'article 1er de la loi impose la présence d'un accident de la circulation, 1 impliquant 3, au moins un véhicule terrestre à moteur, 2. 1. Un accident de la circulation. La loi de 1985 n'est applicable qu'aux accidents de la circulation. Le terme d'accident implique un événement à caractère soudain et fortuit, ce qui exclut les actes volontaires, c'est-à-dire les effets recherchés. Dans le cas présenté, Thomas ne respecte pas le code de la route mais il ne cherche pas à créer le choc avec les véhicules.
Le choc arrive de manière soudaine au point que Thomas ne parvient pas à éviter le véhicule de Madame X. Il s'agit bien d'un accident. Cet accident doit être un accident de la circulation. La jurisprudence fait une interprétation extensive du terme de circulation, et y inclut notamment les lieux privés destinés à la circulation. Peu importe ici, il est de toute façon évident qu'il s'agit d'un accident de la circulation, les véhicules circulant sur la voie publique. Il faut encore que les véhicules soient des véhicules terrestres à moteur. 2. Un véhicule terrestre à moteur. La loi du 5 juillet 1985 s'applique aux dommages causés par un véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire par un engin circulant sur le sol, confère terrestre, muni d'une force motrice, confère moteur, et pouvant transporter des choses ou des personnes, confère véhicule. Dans le cas étudié, sont en cause un scooter et 2 automobiles. Ces 3 véhicules circulent sur le sol, sont munis d'une force motrice et peuvent transporter des choses et des personnes. Il s'agit bien de véhicules terrestres à moteur. Si ces véhicules sont impliqués dans l'accident, la loi de 1985 sera applicable. 3. L'implication. Il faut qu'un véhicule terrestre à moteur soit intervenu, à quelque titre que ce soit, dans l'accident de la circulation. CAS, CIV 2, 16 mars 1994. Lorsqu'il y a eu un contact entre le véhicule et le siège du dommage, la condition relative à l'implication du véhicule est satisfaite, l'implication se déduit nécessairement. CAS, CIV 2, 25 janvier 1995. En revanche, s'il n'y a pas eu de contact avec le véhicule, la victime doit prouver son implication dans l'accident, c'est-à-dire qu'il a joué un rôle dans l'accident. Dans le cas présenté, il y a eu un contact direct entre le scooter et le premier véhicule, celui de Madame X. Il y a également un contact avec le véhicule de Monsieur Y qui a causé les blessures. Chaque véhicule impliqué est alors présumé responsable des divers dommages survenus. La victime, Thomas, peut agir contre l'un quelconque des conducteurs impliqués. Le conducteur attaqué pourra cependant prouver que ce dommage ne lui est pas imputable en démontrant par exemple que son véhicule est intervenu après la survenance du dommage. Dès lors, dans le cas étudié, chaque conducteur impliqué est-il véritablement tenu d'indemniser Thomas ? B. L'indemnisation du dommage subi par Thomas. 2 questions se posent quant à l'indemnisation du dommage subi par Thomas. Le premier concerne les causes d'exonération qui pourraient lui être opposées. 1. Et le second les actions récursoires qui pourraient être exercées par les conducteurs impliqués. 2. 1. Les causes d'exonération. Le conducteur d'un véhicule ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en prouvant la force majeure. En revanche, il le peut en prouvant la faute de la victime. Il faut toutefois distinguer les causes d'exonération en cas de dommages matériels et de dommages corporels. A. Les causes d'exonération pour le dommage matériel. Pour le dommage matériel, la faute de la victime est une cause d'exonération totale ou partielle de responsabilité. Or, ici, on peut supposer qu'il y a un dommage matériel, puisque le scooter de Thomas a heurté violemment un véhicule au point qu'il a été éjecté de son 2 roues. Il a commis une faute, il n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de céder le passage. Cette faute est en relation avec le dommage. Le conducteur qui l'attaquerait pourrait donc être exonéré de sa responsabilité, en fonction de la gravité de sa faute, article 5 de la loi. Bien plus, puisqu'un seul conducteur semble fautif, Thomas, il ne peut pas agir contre les autres conducteurs non fautifs. CAS, CH mixte, 28 mars 1997. Pourrait-il en revanche obtenir la réparation de son dommage corporel ? B. Les causes d'exonération pour le dommage corporel. Pour le dommage corporel, il faut procéder à une sous-distinction entre le dommage corporel subi par un conducteur et celui subi par un non-conducteur. Thomas n'est plus sur son scooter lorsqu'il subit un dommage corporel du fait du contact avec la seconde voiture. Est-il alors considéré comme conducteur ou non-conducteur ? Thomas est encore sous l'énergie cinétique de l'éjection lorsqu'il est percuté par le second véhicule, puisqu'il fait un roulé-boulé sur la chaussée suite au premier choc. Il conserve par conséquent la qualité de conducteur, voire note. CAS CIV 2, 4 octobre 1989. Plus particulièrement, lorsque le conducteur, par le choc avec un premier véhicule,
est éjecté et fait un roulé-boulé avant d'être percuté par un second véhicule, on considère qu'il n'y a qu'un seul accident. En effet, nous sommes encore dans le processus de l'accident qui s'est produit en un seul trait de temps. CAS, CIV 2, 8 octobre 2009. Puisque Thomas est un conducteur, le régime spécial réservé aux victimes de moins de 16 ans n'est pas applicable et on peut lui opposer une faute quelconque, même pour la réparation des dommages corporels, article 4 de la loi. Le conducteur à qui il demanderait l'indemnisation de son préjudice pourrait être exonéré en totalité ou en partie si Thomas a commis une faute en rapport avec l'étendue du préjudice qu'il subit. Or ici, Thomas n'a pas respecté le code de la route, ce qui a provoqué la collision. En outre, Thomas roulait trop vite, ce qui ne l'a pas mis en mesure d'éviter le véhicule. Si cette vitesse excessive a contribué à la réalisation de son dommage, ce qui semble le cas puisque sa vitesse semble avoir contribué à son éjection, cette faute pourra lui être opposée par les autres conducteurs, CAS, CIV 2, 16 novembre 1994, qui pourront être, suivant une appréciation souveraine des juges du fond, exonérés totalement ou partiellement de leur responsabilité, CAS, CH mixte, 28 mars 1997. L'exonération peut être totale même si la faute de Thomas n'est pas la cause exclusive de l'accident, CAS, CIV 2, 9 octobre 2003, 18 mars 2005 et 30 juin 2005. Par exemple, le non-respect d'un feu orange peut exclure le droit à indemnisation, CAS, CIV 2, 20 juin 2002. Par analogie, on peut supposer qu'il en ira de même pour le non-respect d'une obligation de céder le passage. C'est d'ailleurs la solution qui a été retenue, dans des circonstances similaires, par l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, rendu le 15 avril 2008 et ayant donné lieu au pourvoi sur lequel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée le 8 octobre 2009. Ce pourvoi a été rejeté. Thomas ne pourra pas obtenir l'indemnisation de son dommage, matériel et corporel, auprès des autres conducteurs impliqués. En revanche, si les deux autres conducteurs impliqués ont subi un dommage, ils pourraient agir l'un contre l'autre ou en demander la réparation à Thomas. 2. Les recours du conducteur ayant indemnisé la victime de l'accident dans lequel il était impliqué. Le conducteur impliqué qui a indemnisé une victime peut se retourner contre un autre conducteur impliqué. Si le conducteur contre qui il agit est fautif, ce dernier est tenu à l'ensemble de la dette. Si Madame X ou Madame Y a indemnisé l'autre pour le préjudice qu'elle a subi, elle pourrait donc ensuite agir contre Thomas qui supporterait seul l'indemnisation de chacune des victimes, puisqu'aucune des deux ne semble avoir commis de faute. Le fait pour Thomas d'avoir méconnu les règles du code de la route sera donc lourd de conséquences. Il sera tenu à la réparation de l'ensemble des préjudices causés, et ne pourra obtenir réparation de son propre préjudice auprès des autres conducteurs, exonérés de leur responsabilité en raison de cette faute. Quentin, quant à lui, s'est bien arrêté pour céder le passage au véhicule ayant la priorité, mais une conductrice a pris peur puisqu'il arrivait à vive allure. L'accident consécutif à la peur provoquée par Quentin. Quentin fait une accélération à l'approche d'un carrefour et s'arrête brusquement pour respecter la signalisation lui imposant de céder le passage. Il y parvient mais la conductrice de la voiture arrivant dans la rue perpendiculaire a pris peur. Craignant la collision, elle donne un coup de volant et finit sa course sur le trottoir, en y percutant une dame et son jeune enfant. Le fondement de l'indemnisation semble être la loi de 1985, A, mais qui est tenu au paiement, B? À l'application de la loi du 5 juillet 1985. Pour que la loi du 5 juillet 1985 soit applicable, l'article 1er de la loi impose la présence d'un accident de la circulation, 1 impliquant 3, au moins un véhicule terrestre à moteur, 2. 1. Un accident de la circulation. La loi de 1985 n'est applicable qu'aux accidents de la circulation. Le terme d'accident implique un événement à caractère soudain et fortuit, ce qui exclut les actes volontaires, c'est-à-dire les effets recherchés. Dans le cas présenté, l'acte est bien soudain, la conductrice est surprise et donne brusquement un coup de volant. Il s'agit bien d'un accident. Cet accident doit être un accident de la circulation. Or, dans le cas présenté, les véhicules circulent sur la voie publique. Nous sommes en présence d'un accident de la circulation.
Pour que la loi de 1985 soit applicable, il faut en outre être en présence d'au moins un véhicule terrestre à moteur. 2. Un véhicule terrestre à moteur. La loi du 5 juillet 1985 s'applique aux dommages causés par un véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire par un engin circulant sur le sol, muni d'une force motrice et pouvant transporter des choses ou des personnes. Dans le cas présenté, Quentin et Madame Z conduisent des voitures. Il s'agit de véhicules terrestres à moteur. La condition est satisfaite. Ces véhicules doivent ensuite être impliqués dans l'accident. 3. L'implication. Il faut qu'un véhicule terrestre à moteur soit intervenu, à quelque titre que ce soit, dans l'accident de la circulation, voire note. CAS CIV 2, février 1990 et 16 mars 1994. Lorsqu'il y a eu un contact entre le véhicule et le siège du dommage, la condition relative à l'implication du véhicule est satisfaite, l'implication se déduit nécessairement. CAS CIV 2, 25 janvier 1995. En revanche, s'il n'y a pas eu de contact avec le véhicule, la victime doit prouver son implication dans l'accident, c'est-à-dire qu'il a joué un rôle dans l'accident. Pour le véhicule de Madame Z, il est entré en contact avec les victimes présentes sur le trottoir. Ce véhicule est impliqué dans l'accident. Quant au véhicule de Quentin, il n'est entré en contact ni avec celui de Madame Z, ni avec les piétons. Son implication doit être prouvée. Or, la jurisprudence admet notamment l'implication lorsque l'arrivée d'un véhicule a surpris le conducteur d'une voiture qui donne un coup de volant dans l'intention d'éviter un impact. CAS CIV 2, 14 juin 2006. Cette solution peut être maintenue même si le véhicule est immobilisé sur la chaussée devant un passage protégé. CAS CIV 2, 29 novembre 2001, ou par analogie comme dans le cas présenté à un CD de le passage. En effet, le véhicule, même immobilisé, participe à la circulation. Dans le cas présenté, 2 véhicules sont impliqués dans l'accident, celui de Madame Z et celui de Quentin. Cependant, les dommages subis semblent toucher exclusivement les piétons. Contre qui ces derniers peuvent-ils agir ? B. L'indemnisation du dommage. La mère et son enfant subissent des dommages qui sont probablement à la fois corporels et matériels. Les victimes ne semblent pas avoir commis de faute. Leur dommage sera donc totalement réparé. Si une faute était commise, cela permettrait une exonération, au moins partielle, pour la réparation des dommages matériels, article 5 de la loi. Pour les dommages corporels, article 3 de la loi, il faudrait en revanche distinguer le cas de la mère et de l'enfant. Pour la mère, seule une faute inexcusable cause exclusive de l'accident pourrait lui être opposée. Pour l'enfant, puisqu'il est en poussette, il a moins de 16 ans. C'est une victime super privilégiée et seule la recherche volontaire du dommage, c'est-à-dire une tentative de suicide, pourrait permettre l'exonération. Mais l'action en réparation peut-elle être engagée contre les 2 conducteurs indifféremment ? 1. Et celui contre qui l'action serait intentée pourrait-il exercer une action subrogatoire contre l'autre conducteur ? 2. 1. L'action des victimes contre les conducteurs. Le conducteur d'un véhicule ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en prouvant la force majeure. En revanche, il le peut en prouvant la faute de la victime. Puisqu'ici les piétons n'ont pas commis de faute, les 2 conducteurs seraient tenus d'indemniser totalement les victimes de leurs dommages, qu'elles agissent contre l'un ou l'autre. Se poserait ensuite la question de la contribution à la dette pour les 2 conducteurs impliqués. 2. L'action subrogatoire du conducteur ayant indemnisé la victime. Le conducteur impliqué qui a indemnisé une victime peut se retourner contre un autre conducteur impliqué. Il s'agit d'une action subrogatoire mais les incertitudes demeurent pour savoir si le conducteur doit agir contre l'autre sur le fondement de la loi de 1985 ou sur le fondement du droit commun, article 1382 et suivants. En effet, s'il s'agit d'une action subrogatoire, le conducteur ayant payé l'indemnisation est subrogé dans les droits de la victime, et comme l'action de cette dernière ne peut être fondée que sur la loi de 1985, ce serait le fondement qui s'imposerait au conducteur subrogé dans ses droits. Néanmoins, tout en visant l'article 1251 relatif à la subrogation, la jurisprudence a ajouté le visa de l'article 1382, ce qui paraît contradictoire,
CAS, CIV 2, 8 juillet 2004. Peu importe puisque les conditions de l'action sur l'un ou l'autre fondement seraient les mêmes. Le conducteur ayant indemnisé la victime peut agir en contribution à la dette contre le second conducteur. Afin de déterminer la contribution respective de chaque conducteur, les fautes en relation avec le dommage sont prises en considération. CAS, CIV 2, 16 novembre 1994. En l'absence de fautes prouvées à la charge des conducteurs, la contribution se fait entre eux à parts égales. CAS, CIV 2, 14 janvier 1998. Compte tenu des circonstances, on peut supposer qu'il y aura un partage de responsabilités et le juge déterminera la contribution de chacun. Le conducteur qui aurait indemnisé la victime pourrait donc agir contre l'autre pour qu'il contribue à la dette, mais il ne semble pas pouvoir obtenir un remboursement total. Ici, les conducteurs semblent également être les gardiens des véhicules, mais lorsque les qualités de gardien et de conducteur sont dissociées, le problème est plus ardu, comme le montre le cas de l'accident d'Élodie. 3. L'accident provoqué par Élodie. Le propriétaire d'une voiture, Louis, laisse conduire son amie qui n'a pas le permis, Élodie. Cette dernière renverse une lycéenne qui était tout juste descendue d'un car scolaire. La victime peut-elle agir sur le fondement de la loi de 1985 ? Contre qui ? Contre le propriétaire et le conducteur de la voiture ? Le peut-elle également contre la société de transport et le préposé, A ? Ensuite, comment serait répartie la contribution à la dette, B ? À l'application de la loi du 5 juillet 1985. Pour que la loi du 5 juillet 1985 soit applicable, le premier article impose la présence d'un accident de la circulation, 1 impliquant 3, au moins un véhicule terrestre à moteur, 2. 1. Un accident de la circulation. La loi de 1985 n'est applicable qu'aux accidents de la circulation. Le terme d'accident implique un événement à caractère soudain et fortuit, ce qui exclut les actes volontaires, c'est-à-dire les effets recherchés. Dans le cas présenté, un conducteur se trompe de pédale au moment même où une personne descend d'un bus. Il s'agit d'un événement soudain et fortuit, c'est un accident. Cet accident doit être un accident de la circulation. Dans le cas présenté, l'un des véhicules circule sur la voie publique. A priori, c'est sur cette voie que le dommage se produit, mais un doute peut exister car la victime descend d'un bus garé sur un parking. Peut-être la voiture a-t-elle empiété sur le parking ? Dans une telle hypothèse, la loi de 1985 serait-elle encore applicable ? La jurisprudence affirme de manière constante que la voie de circulation peut être un lieu de circulation ou de stationnement, ce qui inclut les parkings privatifs situés en sous-sol. CAS, CIV 2, 18 mars 2004. A fortiori, cette solution doit être conservée s'agissant d'un parking réservé aux bus et attenant à la voie principale de circulation. Le dommage a bien été causé lors d'un accident de la circulation. Il faut encore que les véhicules circulant sur la voie publique soient des véhicules terrestres à moteur. 2. Un véhicule terrestre à moteur. La loi du 5 juillet 1985 s'applique aux dommages causés par un véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire par un engin circulant sur le sol, muni d'une force motrice et pouvant transporter des choses ou des personnes. Dans le cas étudié, il s'agit d'une voiture qui renverse un piéton. Il n'y a pas de doute possible, la voiture est un véhicule terrestre à moteur. On évoque en outre la présence d'un car qui est aussi un véhicule terrestre à moteur, mais est-il impliqué dans l'accident ? 3. L'implication. Il faut qu'un véhicule terrestre à moteur soit intervenu, à quelque titre que ce soit, dans l'accident de la circulation. CAS, CIV 2, 16 mars 1994. Lorsqu'il y a eu un contact entre le véhicule et le siège du dommage, la condition relative à l'implication du véhicule est satisfaite, l'implication se déduit nécessairement. CAS, CIV 2, 25 janvier 1995. En revanche, s'il n'y a pas eu de contact avec le véhicule, la victime doit prouver son implication dans l'accident, c'est-à-dire qu'il a joué un rôle. Dans le cas présenté, Élodie fauche la victime en la percutant avec le véhicule qu'elle conduit. Cette voiture est impliquée dans l'accident. Le car est-il également impliqué ? La victime vient de descendre du car lorsque le dommage se produit.
La Cour de cassation s'est prononcée sur la question de l'application de la loi de 1985 dans des circonstances similaires. Il s'agissait d'un enfant de 12 ans qui, après être descendu du car, était passé devant pour traverser. Un véhicule double le car en stationnement et percute l'enfant. La Cour refusa de considérer que le car était impliqué dans l'accident car le passager s'était écarté du véhicule au moment du dommage. Cass, CIV 2, 13 mai 2004. En revanche, lorsque le dommage se produit à cause d'une chute du passager qui descend du véhicule ou s'apprête à en descendre, l'autobus est impliqué dans l'accident. Cass, CIV 2, 7 juin 1989. En outre, le 4 février 2010, la Cour a admis l'implication d'un véhicule en stationnement à contresens, porte arrière gauche ouverte, formant obstacle à la vision du bord droit de la route d'où un enfant s'engageait seul sur la chaussée au moment où arrivait un autre véhicule qui l'a percuté. Cass, CIV 2, 4 février 2010. Dans le cas présent, la victime était descendue de l'autobus. Sa descente était totalement achevée, et elle n'a pas chuté en descendant. Le bus ne gênait en rien la vision du conducteur du véhicule qui a percuté la victime. Dans une telle hypothèse, l'analogie avec l'arrêt précité du 13 mai 2004 invite à rejeter l'implication du car. La victime qui agirait sur le fondement de la loi de 1985 ne pourrait pas obtenir l'indemnisation de son préjudice auprès de la société de transport. Le conducteur préposé ne peut pas non plus, ici, engager sa responsabilité personnelle que ce soit sur le fondement de la loi de 1985 ou sur celui du droit commun de la responsabilité civile délictuelle. En d'autres termes, la victime qui souhaiterait agir sur le fondement de la loi de 1985 ne le pourrait que contre le conducteur de la voiture ou son gardien. Ces deux qualités doivent-elles être reconnues à la même personne ? B. L'obligation et la contribution à la dette. Il convient de distinguer l'obligation 1 et la contribution à la dette 2. 1. L'obligation à la dette. La jurisprudence énonce que le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué est tenu à l'indemnisation de la victime, et puisque le propriétaire est présumé être le gardien, en cas de doute sur sa qualité de conducteur, il est responsable. Cass, CIV 2, 19 juin 2003, il s'agissait d'une motocyclette. Lorsque le propriétaire n'a pas perdu la garde du véhicule qu'il prête, il y a une responsabilité solidaire entre le propriétaire et le conducteur. Cass, CIV 2, 6 juin 2002. Le conducteur est celui qui est aux commandes du véhicule. Ici, c'est Élodie. En effet, bien que la jurisprudence ait refusé de reconnaître la qualité de conducteur à un élève d'auto-école, Cass, CIV 2, 29 juin 2000, ce qui a suscité la critique de la doctrine, la situation est différente dans notre cas. Contrairement aux auto-écoles, le véhicule de Louis n'est pas équipé de pédales côté passager. Seule Élodie a les commandes du véhicule. C'est la conductrice. Mais Louis est-il malgré tout le gardien du véhicule ? Louis, propriétaire de la voiture, est à la place du passager avant. Il donne des consignes sur la direction à prendre et surveille les actes du conducteur. On peut alors déduire qu'il conserve la garde de son véhicule. On peut rapprocher cette situation du cas dans lequel un véhicule est laissé à un éventuel acheteur, pour l'essayer sous le contrôle et la surveillance du propriétaire-vendeur. Or, dans cette hypothèse, la jurisprudence retient que la garde est conservée par le propriétaire. Cass, CIV 2, 13 juillet 1966. Puisque le conducteur et le gardien sont deux personnes différentes, la victime peut agir contre l'une ou l'autre. La lycéenne subit un dommage corporel. Elle ne semble pas avoir commis de faute. Son dommage sera donc totalement réparable. À la fois le conducteur et le gardien du véhicule impliqué sont obligés d'indemniser la victime de la totalité de son préjudice. Ensuite, celui qui a indemnisé la victime pourrait demander à l'autre de contribuer à la dette. 2. La contribution à la dette. Pour la contribution à la dette, la charge peut revenir totalement à l'un des coauteurs mais à condition que celui-ci ait commis une faute qui soit la cause exclusive de l'accident. Cass, CIV 2, 13 novembre 1991. Dans le cas présent, le conducteur n'a pas de permis de conduire, il commet une faute du seul fait de conduire le véhicule. Quant au gardien du véhicule,
Il laisse conduire Élodie en sachant qu'elle n'est pas titulaire du permis de conduire. Il commet lui aussi une faute. Ces deux fautes ont participé à la réalisation du dommage. Les juges retiendront par conséquent un partage de responsabilité. Que la victime demande l'indemnisation à Élodie ou à Louis, l'un et l'autre pourront se retourner contre celui contre qui l'action n'a pas été dirigée. La situation de la victime non conductrice est très favorable, mais lorsqu'elle décède, celle de la victime par ricochet l'est un peu moins. C'est ce que l'on peut constater en étudiant la situation du père d'Amandine. 4. L'accident provoqué par l'éclatement du pneu. Le pneu d'un automobiliste roulant en excès de vitesse éclate, ce qui provoque un accident. La fille du conducteur passagère décède. L'automobiliste souhaite obtenir l'indemnisation de son préjudice moral auprès de sa compagnie d'assurance. Après avoir vérifié que les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 sont satisfaites, nous nous interrogerons afin de déterminer si la victime par ricochet, seule conductrice gardienne impliquée, pourrait demander l'indemnisation de son préjudice à sa compagnie d'assurance sur le fondement de la loi de 1985, b. À l'application de la loi du 5 juillet 1985. Pour que la loi du 5 juillet 1985 soit applicable, l'article 1er impose la présence d'un accident de la circulation impliquant au moins un véhicule terrestre à moteur. En suivant les explications données plus haut pour chacune de ces notions, nous pouvons retenir que nous sommes en présence d'un événement soudain et fortuit qui se produit sur une route ouverte à la circulation des véhicules terrestres à moteur. Le véhicule concerné, une voiture, est qualifié de véhicule terrestre à moteur et il est intervenu dans l'accident. La loi de 1985 est applicable. L'indemnisation du préjudice de la victime est-elle pour autant admise ? B. L'indemnisation du dommage. Le conducteur gardien du seul véhicule impliqué peut-il obtenir l'indemnisation de son préjudice auprès de sa compagnie d'assurance, sur le fondement de la loi de 1985 ? Lorsque la victime par ricochet est aussi le conducteur et le gardien du seul véhicule impliqué, elle ne peut pas agir contre d'autres conducteurs ou gardiens impliqués puisqu'il n'y en a pas. La jurisprudence refuse en outre qu'une demande d'indemnisation soit formée, par le seul conducteur gardien, contre sa propre compagnie d'assurance, sur le fondement de la loi de 1985, note. CAS CIV 2, 7 décembre 2006. Le père d'Amandine n'obtiendra pas l'indemnisation du préjudice qu'il subit sur le fondement de la loi de 1985, mais on pourrait envisager une action contre le producteur du pneu sur le fondement des articles 1386 A1 et suivants du Code civil, si ce produit est défectueux. Cas pratique numéro 2. Madame Collot, sensible au problème du réchauffement climatique, contribue à son niveau à la protection de la planète. Notamment, chaque fois que cela est possible, elle emprunte les transports en commun, spécialement le tramway. Sa carte de transport lui permet de bénéficier de tarifs tout à fait abordables. En outre, aux heures de pointe, puisque le tramway circule sur une voie qui lui est propre, le trajet est plus rapide qu'en voiture. Elle n'est pas aussi stressée que lorsqu'elle conduisait. Cependant, hier, alors que le tramway devait emprunter sur quelques mètres la voie publique sur laquelle des rails ont été implantés, un camion est venu le percuter. Par malchance, le centre de l'impact se situe juste à l'endroit où elle était installée. Elle a été gravement blessée. Elle vous consulte afin d'obtenir des conseils sur les actions envisageables. Elle pense qu'il serait bien d'agir contre la société qui gère le réseau, puisque sa qualité de passagère lui permet de bénéficier des avantages du régime des contrats de transport. La fille de Madame Collot a en revanche bien du mal à se déplacer sans sa voiture. Elle travaille une partie de la nuit, et les horaires des transports en commun ne sont pas adaptés. Alors qu'elle circulait dans son véhicule, elle dut traverser un passage à niveau. Elle n'a vu que trop tardivement, la signalisation lui indiquant de s'arrêter. Un train de la société SR. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.